Ils le prenaient pour un simple chauffeur. Ils l'ont humilié, ignoré, trahi, sans jamais imaginer qu'il était l'homme le plus puissant de la pièce. Quand la vérité éclate, les masques tombent. Cette histoire va vous rappeler une chose essentielle. Ne jugez jamais celui qui se tait. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça ne vous coûte rien, mais ça nous fait énormément de bien. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur Moral History, là où chaque histoire cache une leçon. Chaque matin, Elias Morven prenait le volant avant l'aube. Costume sombre, gants impeccables. Regard baissé, il incarnait la parfaite discrétion. Chauffeur attitré des dirigeants d'Orexium Group, un géant européen de la logistique, il connaissait chaque rue, chaque silence, chaque conversation étouffée à l'arrière du véhicule. Personne ne lui demandait son avis. Personne ne prononçait vraiment son nom. Dans les couloirs de verre du siège social, Elias n'était qu'une ombre. Les cadres riaient, complotaient, méprisaient ouvertement le chauffeur. Surtout Victor Alberg, directeur charismatique mais cruel, qui aimait rappeler à chacun sa place. Elias encaissait sans broncher. Il observait. Il mémorisait. Ce que personne ne savait, c'est que ce rôle était un choix. Un masque. Derrière son calme apparent se cachait une intelligence froide, une connaissance intime de l'entreprise et un passé volontairement enterré. Elias n'était pas faible, seulement patient. Chaque trajet était pour lui une leçon sur la nature humaine, la cupidité, la trahison, l'arrogance. Dans ce monde ordinaire fait d'humiliations silencieuses, le héros avançait déjà, invisible, mais prêt. Car parfois, celui qui tient le volant contrôle bien plus que la route. L'appel de l'aventure ne surgit pas comme un cri, mais comme un murmure sale et banal. Ce soir-là, Elias attendait dans la voiture. Moteur éteint, tandis que les dirigeants d'Orexium Group terminaient une réunion tardive. Les vitres légèrement entr'ouvertes laissèrent filtrer des voix trop confiantes. Des chiffres furent cités, des noms aussi. Puis une phrase glaça l'air. On fera porter ça au chauffeur. Personne ne le défendra. Elias comprit aussitôt. Détournement de fonds. Comptes truqués. Et un coupable idéal. Victor Alberg menait la danse. Sûr de lui, certain que le silence d'un homme sans pouvoir l'enterrerait sans effort. Ce n'était pas une trahison spectaculaire, seulement une trahison ordinaire, administrative, lâche, la plus dangereuse de toutes. Pour la première fois, Elias sentit le poids de son masque devenir insupportable. Il avait accepté l'humiliation, pas l'injustice. L'entreprise qu'il observait de l'intérieur était rongée par ceux qui prétendaient la diriger. Ce soir-là, quelque chose se fissura en lui. L'aventure n'était pas un choix héroïque encore, mais une nécessité morale. Continuer à se taire, c'était devenir complice. Et Elias Morven n'avait jamais accepté ce rôle-là. La nuit suivante fut sans sommeil. Elias Morven resta assis dans son petit appartement, les lumières éteintes, entouré de dossiers qu'il n'osait plus ouvrir. Il connaissait la vérité, détenait même les preuves nécessaires pour se défendre. Pourtant, agir signifiait bien plus que se blanchir. Cela impliquait de briser le silence qu'il avait lui-même construit. Se révéler, c'était exposer son passé. Expliquer pourquoi il avait choisi de devenir invisible. Pourquoi un homme de son envergure avait accepté d'être traité comme un subalterne. La peur ne venait pas du scandale, mais de la perte de contrôle. Tant qu'il restait chauffeur, il maîtrisait le jeu. Dès qu'il parlerait, il redeviendrait une cible. Les mots de Victor résonnaient encore dans son esprit, mêlés à des souvenirs plus anciens. Une chute brutale, une confiance autrefois trahie, une promesse faite de ne plus jamais diriger dans l'ombre des autres. Elias envisagea de partir, de disparaître pour de bon, laissant l'entreprise s'effondrer sans lui. Ce refus de l'appel n'était pas de la lâcheté, mais une résistance intérieure. Il savait que répondre à l'aventure le transformerait à jamais. Et pour la première fois, il douta. Était-il prêt à redevenir celui qu'il avait juré d'abandonner? Au matin du 3e jour, Elias ouvrit un tiroir qu'il n'avait plus touché depuis des années. À l'intérieur reposait une vieille enveloppe jaunie, scellée d'une écriture ferme. La lettre de son père adoptif. Il l'avait lue autrefois, sans jamais en mesurer la portée. Cette fois, chaque mot semblait écrit pour l'instant présent. Son père n'avait jamais été un homme de pouvoir tapageur, mais un bâtisseur patient, convaincu que la vraie autorité naît du sens et non de la domination. Fuir le pouvoir ne te rend pas juste. Elias, le laisser aux mains des injustes est une faute plus grave encore. Écrivait-il. Ces mots réveillèrent une mémoire enfouie, une voix intérieure qu'Elias avait étouffée par prudence. Il comprit alors que son refus n'était pas seulement de la peur,
mais une manière de trahir l'héritage moral reçu. Son père avait chuté pour avoir cru trop tôt en la loyauté des hommes. Lui avait choisi l'ombre pour comprendre leurs failles. Mais comprendre ne suffisait plus. Ce mentor n'était plus là pour guider ses pas. Pourtant sa présence devint plus forte que jamais. Élias se leva, apaisé. L'appel n'était plus une menace, mais une responsabilité. Il n'était pas destiné à se cacher indéfiniment. Il était destiné à corriger. Le lendemain, Elias Morven se présenta au siège d'Orexium Group pour la dernière fois en tant que chauffeur. Il remit les clés sans un mot, sous le regard satisfait de Victor Alberg. La machine était lancée. Les rumeurs circulaient déjà, discrètes mais efficaces. Elias devenait officiellement le problème. Ce geste marqua le passage du seuil. En quittant son poste, il abandonnait le refuge de l'invisibilité. Pourtant, il ne se révéla pas encore. Au contraire, il entra véritablement dans le jeu. Dans l'ombre, il activa des contacts anciens, un avocat discret à Bruxelles, une fondation d'actionnaires silencieux à Zurich, des archives scellées depuis des années. Chaque appel, chaque document transmis était un pas irréversible. Il n'était plus un observateur, mais un stratège. Le monde ordinaire s'éloignait, remplacé par un terrain instable où la moindre erreur serait fatale. Victor croyait avoir éliminé un pion. Il venait d'autoriser l'entrée d'un adversaire. Elias sentit une étrange sérénité l'envahir. La peur n'avait pas disparu, mais elle était désormais maîtrisée. Il avait franchi la ligne. Quoi qu'il arrive, il ne reviendrait pas en arrière. L'homme invisible venait d'entrer dans l'arène. Sans costume, sans titre, mais avec une longueur d'avance. Les semaines qui suivirent furent une succession d'épreuves silencieuses. Elias Morven avançait dans un labyrinthe d'intérêts croisés, de mensonges habillés en procédures légales. Chaque document récupéré révélait une nouvelle trahison. Chaque rendez-vous secret exposait un ennemi potentiel. Le masque de respectabilité d'Orexium Group commençait à se fissurer. Mais le danger, lui, grandissait. Victor Alberg, sentant une menace diffuse, renforça son emprise. Des audits truqués furent lancés, des témoins intimidés. Elias devint officiellement persona non grata. Pourtant, c'est à ce moment précis qu'apparut une alliée inattendue, Clara Weiss. Auditrice interne mise à l'écart pour avoir posé trop de questions. Elle reconnut en Elias autre chose qu'un bouc émissaire. Ensemble, ils recoupèrent les preuves, pièce après pièce. Les ennemis, eux, se révélèrent plus nombreux que prévu. Certains anciens collègues, autrefois polis, se retournèrent sans hésiter. D'autres se turent, par peur. Elias comprit alors que la trahison n'est pas toujours active. Elle est souvent confortable. Mais à mesure que les masques tombaient autour de lui, le sien devenait plus lourd à porter. La vérité approchait, implacable. Et bientôt, il faudrait choisir entre la révélation totale ou la destruction. L'annonce du conseil d'administration extraordinaire tomba comme un coup près. Officiellement, il s'agissait de restaurer la confiance. En réalité, Victor Alberg préparait l'acte final. Faire endosser à Elias Morven l'ensemble des fautes avant de refermer définitivement le dossier. Pour Elias, cette réunion représentait la caverne intérieure, l'endroit où l'on ne peut plus fuir soi-même. Les preuves étaient prêtes, classées, irréfutables. Clara Weiss le savait, les alliés aussi. Pourtant, tous attendaient la même chose, la décision d'Elias. Devait-il continuer à agir dans l'ombre, provoquer une chute indirecte, ou entrer dans la lumière et révéler ce qu'il était réellement? Ce choix n'était plus stratégique, mais intime. La nuit précédant le conseil, Elias revécut chaque étape de son parcours. Le volant, le silence, l'humiliation acceptée. Il comprit que la peur n'était plus celle de perdre, mais celle d'assumer pleinement son identité. Se révéler, c'était renoncer à l'homme invisible pour devenir responsable de tout. À l'aube, la décision fut prise. Il entra dans le bâtiment sans badge, sans escorte. Cette fois, il ne venait pas pour conduire. Il venait pour affronter la vérité, la sienne et celle des autres. La salle du conseil était froide, presque clinique. Autour de la table, les visages fermés des administrateurs attendaient un coupable, pas une vérité. Victor Alberg prit la parole avec assurance, déroulant un récit parfaitement huilé où Elias Morven apparaissait comme l'unique responsable d'irrégularités majeures. Chaque phrase était un clou de plus dans le cercueil d'un homme supposément absent. Puis Elias entra. Le silence fut brutal. Sans élever la voix, il demanda à parler. Ce qu'il révéla ensuite fit vaciller l'ordre établi. D'abord les preuves, contrat, transfert, signature croisée. Puis la révélation ultime.
Elias Morven n'était pas seulement un ancien chauffeur. Il était le fondateur légitime et l'actionnaire majoritaire d'Orexium Group, revenu incognito pour observer ce que son œuvre était devenue. Les regards se figèrent. Victor pâlit. Les administrateurs comprirent trop tard qu'ils avaient été les figurants d'un mensonge plus grand. Elias ne cherchait ni vengeance ni gloire. Il exposait les faits, calmement, laissant la vérité faire son travail destructeur. L'épreuve suprême n'était pas d'affronter Victor, mais d'assumer publiquement son identité. En cet instant, l'homme invisible disparut, et avec lui, toutes les illusions. La révélation produisit un effet immédiat. Les voix s'élevèrent, les alliances se disloquèrent, et les regards fuyants trahirent ceux qui savaient depuis longtemps. Les masques tombèrent un à un. Victor Allberg tenta de reprendre le contrôle, mais ses mots se perdirent dans le poids des preuves. Les autorités financières, déjà alertées, n'eurent plus qu'à entrer en scène. Pour Elias Morven, la récompense ne prit pas la forme d'un triomphe éclatant. Il observa la chute de ses ennemis sans satisfaction apparente. Les cadres impliqués furent suspendus, certains arrêtés, d'autres réduits au silence par leur propre lâcheté. Clara Weiss, enfin reconnue, retrouva sa légitimité et sa voix. Mais la véritable récompense était intérieure. Elias avait traversé la peur, affronté la vérité et restauré un ordre moral là où régnait la corruption. Il n'était plus divisé entre l'homme de l'ombre et celui de la lumière. Les deux ne faisaient plus qu'un. Alors que la salle se vidait, il comprit que la justice n'est pas un spectacle. C'est un processus lent, exigeant, souvent solitaire. Les masques étaient tombés, mais la responsabilité, elle, ne faisait que commencer. Le retour d'Elias Morven ne fut ni théâtral ni glorieux. Lorsqu'il prit officiellement place au fauteuil de direction d'Orexium Group, il le fit sans discours flamboyant. Les murs de verre étaient les mêmes, mais l'atmosphère avait changé. Cette fois, il n'observait plus le monde depuis l'ombre, il en portait le poids. L'élixir qu'il rapportait n'était pas seulement la vérité révélée, mais une vision nouvelle. Elias lança une réforme profonde, transparence des comptes, protection des lanceurs d'alerte, gouvernance éthique. Les décisions furent parfois impopulaires, mais cohérentes. L'entreprise commença lentement à se reconstruire, non sur la peur, mais sur la responsabilité. Certains employés reconnurent en lui l'ancien chauffeur. Ils comprirent alors que le pouvoir n'est pas toujours visible, et que la dignité ne dépend jamais d'un titre. Elias, lui, n'oublia pas le volant. Il le conserva dans son bureau, symbole discret de son voyage. Ainsi s'achevait le cycle du héros. Il était revenu au point de départ, transformé, apportant à la communauté ce qu'il avait gagné au prix du silence et du courage. Car diriger, désormais, signifiait servir. Et c'était là la véritable victoire. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur « J'aime ». Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo.